Donc, les efforts égyptiens sont déployés toujours pour sauver les habitants de la bande de Gaza. Les Palestiniens qui souffrent énormément de plusieurs atrocités à cause de ces agressions israéliennes perpétrées par les forces de l'occupation israélienne. Et justement, comme vous avez vu, le président Fattah al-Sisi a reçu hier un appel téléphonique de son homologue américain, Joe Biden, en ce qui concerne ce dossier, mais aussi lors de sa visite effectuée hier en Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est réuni avec les ministres arabes des Affaires étrangères pour discuter de l'importance de la coordination régionale pour empêcher la propagation du conflit dans la région. Une réunion à laquelle a participé notre ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Samar Choukri. Donc, les explications tout de suite dans ce reportage. Après ça, c'est le temps des analyses. Lors d'une table ronde du Forum économique mondial à Riyad, des pourparlers ont eu lieu lors de la réunion entre le secrétaire d'État américain ainsi que le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et les chefs de la diplomatie de l'Arabie Saoudite, l'émir Faisal Ben Farhan Ben Abdullah des Émirats, Sheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan du Qatar, Sheikh Mohammed Ben Abdelrahman Al Thani et de la Jordanie, Ayman El Safadi, en plus du secrétaire général du comité exécutif de l'OLP, Hussein El Sheikh. Lors de ces pourparlers, M. Blinken a de nouveau réaffirmé le soutien des États-Unis aux efforts visant l'instauration d'une paix durable dans la région et souligné la nécessité du cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des détenus par le Hamas. Le secrétaire d'État américain a espéré que le Hamas accepte une proposition de cessez-le-feu extraordinairement généreuse pour mettre fin à l'offensive dévastatrice d'Israël à Gaza en échange de la libération des otages. Nous collaborons avec nos partenaires pour tenter de mettre un terme au conflit et de faire en sorte qu'ils ne s'entendent pas. Et tout cela est un effort collectif, a indiqué M. Blinken, ajoutant que le moyen le plus rapide de mettre fin au conflit à Gaza est de parvenir à un cessez-le-feu et à la libération des otages. Blinken a remercié l'Égypte et le Qatar pour le rôle déterminant qu'ils ont joué dans les efforts en vue d'une trêve et de la libération des otages. Le secrétaire d'État américain a ensuite réaffirmé l'opposition des États-Unis à une opération militaire israélienne imminente à Rafah, la ville la plus au sud de Gaza, en l'absence d'un plan garantissant que les civils ne seront pas blessés. Il a insisté sur la nécessité de préparer un plan d'après-guerre pour Gaza qui inclurait les mesures à prendre en matière de sécurité, de gouvernance et d'administration, ainsi que les besoins humanitaires et de reconstruction. Dans le cadre de sa 7e tournée dans la région, depuis le début de la guerre, le 7 octobre d'Israël contre la bande de Gaza, le secrétaire d'État américain s'est rendu ce mardi en Jordanie pour discuter des moyens d'accroître l'aide humanitaire à la bande de Gaza. En Jordanie, le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer le roi Abdullah II et son homologue jordanien Ayman el-Safadi, ainsi que Sigrid Kaag, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour la bande de Gaza. Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Antenne internationale Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ex-ministre adjointe des Affaires étrangères. Madame Wafa Bassim, vous êtes toujours la bienvenue sur NAL TV International. Bonsoir et merci pour vos mots aimables. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et permettez-moi de vous poser cette question. Et donc, au niveau diplomatique, au niveau présidentiel, au niveau, avec plus de précision de Monsieur le Président Fattah al-Sisi et Joe Biden, il y a toujours des accords entre les parties égyptiennes et américaines concernant calmer la situation de la bande de Gaza, un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, un échange d'otages, de détenus entre les Palestiniens, le Hamas et Israël, mais aussi il y a toujours un accord pour arriver à la solution de 2 États palestiniens à côté de l'État israélien. Oui, Madame l'ambassadrice. Oui, je vous entends. Oui, comment vous avez vu ces accords entre les 2 parties? Est-ce que sur le terrain, ça va être fructueux ou non?
juger le résultat de cet accord-là. Certainement, il y a la question de principe de l'importance de trouver une solution pacifique à travers les négociations pour résoudre la question palestinienne, le conflit palestino-israélien. Mais nous voyons, bien qu'il y a tout le temps disons, des déclarations de bonne volonté, de vouloir trouver une solution juste et équitable à travers les négociations, mais sur le terrain, nous ne voyons pas une réaction réelle qui puisse nous trouver une perspective possible. Par exemple, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de la part ni des États-Unis, ni de plusieurs pays du monde occidental, il n'y a pas eu une condamnation franche, directe, pour tout ce qui se passe à Gaza. Oui. Contre les Palestiniens, contre les civils, bien que nous sommes presque près de 40 000 morts, dont la plupart sont des enfants et des femmes et des vieillards. C'est très bien qu'il y a une continuation quand même de ces efforts du côté arabe, Oui. du pays arabe, et aussi, pas seulement avec les États-Unis d'Amérique, mais nous avons vu qu'il y a eu des rencontres avec la Norvège, par exemple, qui disons, est un des grands donateurs pour l'assistance humanitaire pour les Palestiniens, mais aussi qui a prouvé une position, disons, honorable, bien qu'elle fait partie de l'OTAN, Ouais. du groupe occidental. Elle a quand même montré une position honorable, essayant le plus possible d'être objective en ce qui concerne les événements et les massacres qui se passent à Gaza, mais aussi l'expression de consternation en ce qui concerne la possibilité d'une attaque terrestre Oui. sur la région de Rafah. Oui, et à propos de ce point, à quel point vous trouvez que sur le terrain, les Américains vont freiner les Israéliens de leur plan concernant l'invasion de Rafah? Parce que les deux leaders, le président égyptien Fattah Sisi et son homologue américain, ont mis l'accent sur le danger de l'escalade militaire dans la ville palestinienne de Rafah, mais aussi au niveau diplomatique, c'est la même son qui a été répétée au cours de ces réunions entre Joe Biden, plutôt entre Blinken, le secrétaire d'État américain, et les autres ministres arabes des Affaires étrangères. Oui, il y a l'incertitude, il y a l'inquiétude que cette attaque terrestre prenne lieu, mais il n'y a aucune obligation ou aucune promesse claire, certaine, ferme de la part du côté américain de pouvoir exercer une pression sur l'État hébreu pour l'empêcher d'aller en avant dans leur intention d'avoir cette attaque terrestre sur Rafah. D'autre part, n'oublions pas les déclarations du Premier ministre israélien, disons, que ce soit
qu'il y ait un deal en ce qui concerne les efforts égyptiens de bon office entre Hamas et l'État hébreu pour trouver une solution pour les détenus palestiniens en Israël en face des détenus israéliens chez Hamas. Il y a cette déclaration qui est vraiment qui nous fait poser beaucoup de questions sur que nous aurons l'attaque que le deal soit conclu ou non. Oui. Dans tous les cas, le Premier ministre israélien, pour plusieurs raisons, a la volonté et déterminé à exécuter son plan sur la fin jusqu'à la fin. Oui, Madame l'ambassadrice, ma dernière question concernant ce dossier, très rapidement, d'après votre remarque, est-ce que les États-Unis visent actuellement à stabiliser la région de Proche-Orient à travers les étapes entreprises dans cette région, ou plutôt c'est le contraire, toujours un soutien aveugle, indéfectible à ce qu'ils appellent la sécurité israélienne? Et je pose cette question parce que hier, au sein du Forum économique mondial à Riyad, il y avait des questions concernant le rôle américain ici au Proche-Orient. Et est-ce que nous pouvons le remplacer par un rôle chinois plus efficace et un rôle qui vise à pacifier les choses comme c'est passé au sud de l'Asie? Non, je ne pense pas. Bien qu'il y a une force croissante de la part de la Chine, mais c'est surtout sur le dossier économique, investissement, stabilisation dans certaines régions adjacentes à la Chine. Mais prenons par exemple l'exemple, disons, de l'Ukraine. Il n'y a pas eu un rôle vraiment imposant de la part de la Chine. Ouais. Pour le Moyen-Orient, oui, si nous voulons pousser la Chine à prendre une position plus musclée, est-ce que Israël va réagir positivement dans le cas où il y a un rôle chinois? C'est ça la question, c'est pas le contraire. Ouais. Madame l'ambassadrice, donc c'est la dernière question concernant ce dossier et permettez-moi de passer à un autre dossier qu'on a aujourd'hui. Il s'agit de cette visite effectuée par le Premier ministre de la Biélorussie ici en Égypte. Et quand même, on trouve que le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que les crises que traverse le monde confirme la nécessité d'activer le rôle du secteur privé et que le gouvernement doit trouver des moyens de renforcer ce partenariat. Il a également ajouté que la stimulation des investissements communs est une priorité absolue entre l'Égypte et la Biélorussie, expliquant que le gouvernement avait fourni un ensemble d'incentives, d'incitations pour les investissements pour un climat d'affaires plus meilleur ou de plus en plus meilleur. Et ma question porte sur à quel point vous trouvez que les crises mondiales poussent les pays, notamment les pays émergents, à se coopérer pour se sauver des répercussions, des conflits et des chocs géopolitiques et des chocs géoéconomiques? Les pays, disons, à économie émergente ou promettante, je ne pense pas qu'ils ont un autre choix ou beaucoup d'options à part la coopération, à part ces regroupements qui leur permettraient de tracer leur propre chemin et de trouver, de réfléchir en dehors en dehors du traditionnel et de rester enfermé dans cette économie qui n'est pas nécessairement la leur. Donc, chaque pays ou chaque groupe de pays de ces économies émergentes a ses spécificités naturelles, économiques, sociales et aussi de développement.
n'oublions pas cet aspect de développement et aussi l'aspect social de n'importe quelle réforme économique se passe. Oui. De là, ces pays ont besoin de se regrouper. De là, l'importance que l'Égypte attache à travailler avec ses confrères africains dans le COMESA ou dans le grand accord de zone de libre-échange africaine. Donc, dans le cas de la Biélorussie, nous avons de très anciennes relations. Ouais. Avant même la chute de l'Union soviétique, avant l'indépendance de tous les États russes ou dans la constellation russe, nous avons avec eux beaucoup de relations historiques. Ouais. En ce qui concerne, en ce qui concerne ce point précisément, hier, par exemple, c'était une visite d'État effectuée pour la première fois depuis presque 14 ans, quelque chose comme ça, par le président de la Bosnie-Herzégovine. Et il y avait toujours des consultations, des accords pour promouvoir les relations économiques, touristiques, commerciales entre l'Égypte et la Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, donc, on parle de une partie de l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, c'est la Bélarussie qui était une partie de l'ex-Union soviétique. Donc, est-ce que l'Égypte essaye de jouer sur la diplomatie économique et est-ce que l'Égypte essaye de se rendre de plus en plus, de se dirige de plus en plus vers l'Est, vers cet ancien bloc de l'Est, vers cet ancien bloc quand même des pays non alignés? L'Égypte est le fondateur avec l'Inde et la Yougoslavie, l'ancienne Yougoslavie, du principe même de la neutralité positive et de le non-alignement. Aujourd'hui, juste nous continuons à construire et à élever l'édifice qui a déjà des fondations et des fondations plausibles et efficaces. Je ne pense pas que l'idée, c'est de se tourner vers l'Est contre l'Ouest, mais l'idée, c'est de diversifier avec une approche pragmatique basée sur les intérêts communs de l'Égypte envers ces pays, ces différents pays, pour diversifier les relations. Pour découvrir et explorer de nouvelles voies où il y a des intérêts communs qui vont créer des situations de gagnant-gagnant. Oui. Et si, Madame l'ambassadrice, s'avère être ma dernière question qu'on a aujourd'hui, mais très rapidement, donc, comment vous avez vu ou remarqué quand même la réaction de la partie biélorusse aujourd'hui lors de ce forum égypto-bélarusse des affaires ou des affaires ou des hommes d'affaires en ce qui concerne quelques points essentiels? Comme par exemple, l'Égypte vise à moderniser toujours ses infrastructures. L'Égypte vise à moderniser sa base de législation concernant l'investissement et le climat d'affaires. L'Égypte, toujours, est ouverte à toute opportunité de coopération d'investissement mutuelle avec la Biélorussie ou d'autres pays. Oui, justement, l'Égypte a beaucoup d'intérêt à attirer de nouveaux investisseurs, de nouveaux acteurs économiques, de nouveaux ou de renouveler ses relations de partenariat avec
des pays, surtout des pays amis, qui ont une attitude très positive envers l'Égypte en vue des excellentes relations politiques qui existent et diplomatiques qui existent. Donc, dans ce cas-là, nous avons, comme Égyptiens, intérêt à profiter des points de force dans ces pays-là, mais en retour aussi de nos points de force. Le rôle du secteur privé est très important dans ce cas-là. Oui. De deux côtés, nous avons un secteur privé qui est en train de s'étendre, mais qui a besoin quand même d'un appui et d'encouragement gouvernemental de part et d'autre. Une fois que nous avons cet encouragement, qui n'est pas des slogans, mais comme vous l'avez bien dit, une réforme législative, une réforme dans le secteur financier, beaucoup, disons plus, d'incitation pour attirer des investissements, de nouvelles idées aussi pour surmonter certains problèmes financiers et accélérer l'augmentation de l'échange commercial. Ils ont beaucoup de choses à offrir à la Biélorussie, mais ils ont aussi beaucoup de choses importantes qui peuvent nous servir. Oui. Comment trouver un moyen de faire ces échanges-là sans passer trop par certaines complexités? Et c'est là que la partie égyptienne, la partie bélorussienne, avec ses éléments gouvernementaux, mais aussi le secteur privé bancaire, doivent travailler ensemble. Oui. Et je crois que Madame... ce sera le sujet de la commission jointe qui se tiendra bientôt. Oui, Madame l'ambassadrice, donc merci beaucoup, merci infiniment pour de tels éclaircissements, pour votre intervention téléphonique et pour ces éclaircissements que vous avez nous révélés pendant ces presque 30 minutes concernant ces deux dossiers, les efforts égyptiens au niveau de Gaza, mais aussi les efforts relancés par l'Égypte pour diversifier ses relations, notamment cette fois-ci avec la Biélorussie. Donc, merci beaucoup pour de tels éclaircissements encore une fois et pour vos efforts avec nous ici sur Nat TV International. Avec ça, chers téléspectateurs, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup et à la prochaine.